Lorsque je parle d'alimentation sans gluten et pauvre en céréales, on m'oppose régulièrement l'argument selon lequel, de toute histoire de civilisation, l'homme a été un agriculteur, a cultivé et consommé des céréales. C'est tout à fait vrai. Cependant, si l'on remettait toute l'histoire de l'humanité, si on transposait cette histoire sur un an, en fait, il y a 10 000 ans, lorsque l'homme est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur, cela ne correspondrait qu'aux 2 derniers jours. C'est-à-dire que pendant 363 jours, nous avons mangé comme des chasseurs-cueilleurs, ce que l'on appelle aujourd'hui le régime paléo pour paléolithique, et cela ne fait que 2 ans que nous consommons des céréales. Et du coup, il n'est pas improbable que cet apport en gluten et en céréales ait eu des répercussions sur notre organisme. Aujourd'hui, je vous parle du livre Gluten, comment le blé moderne nous intoxique de Julien Vénesson. Alors, il reprend énormément l'histoire de l'alimentation humaine et l'histoire également du blé, parce que le blé a énormément changé depuis que nous avons commencé à le consommer, comme je le disais, il y a bientôt 10 000 ans. Le premier blé à avoir été consommé, c'était le petit épeautre, qui contient tout de même beaucoup moins de gluten que les blés modernes et surtout qui ne contient pas la molécule antigénique responsable de la maladie cœliaque et donc de l'intolérance au gluten. Cette molécule, c'est la gliadine. Le premier vrai blé que nous avons retrouvé ne comportait que 14 chromosomes. Il faut savoir que le blé moderne contient 42 chromosomes, ce qui est très proche en fait du nombre de chromosomes de l'être humain. Alors forcément, on peut se demander si cette différence du nombre de chromosomes a réellement une importance, et lorsque l'on sait que nous avons uniquement un chromosome de différence avec les grands singes, je pense que oui, un chromosome peut faire une grande différence. Il faut savoir également que depuis 1960, les blés que nous trouvons dans le commerce sont des blés que l'on appelle mutants. Et par la suite sont arrivés également les OGM, donc organismes génétiquement modifiés. Donc les blés mutants, ce sont des croisements qui ont été effectués entre différents types de blés. C'est-à-dire qu'on va croiser 2 blés qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans la nature parce qu'ils ont croisé des blés d'Amérique du Sud avec des blés européens pour avoir une plus grande productivité, et ensuite comme ces blés étaient trop productifs et leurs tiges trop faibles, ils s'effondraient, donc ils ont dû les croiser avec une espèce d'Asie qui n'aurait jamais dû se rencontrer en fait dans la nature pour avoir une tige plus solide. Voilà, en fait, si vous regardez un champ de blé aujourd'hui, vous avez remarqué que tous les épis ils font exactement la même taille. Et ben, dans la nature, le blé naturellement ne pousse pas comme ça. Ça, c'est uniquement parce que, comme c'est ramassé par des machines, il fallait que tous les blés fassent exactement la même taille. Voilà. On trouve plus ou très difficilement des blés anciens, des blés naturels. Concernant les autorisations, les blés donc par croisement n'ont pas besoin d'autorisation en fait de tests spécifiques pour être mis sur le marché, ce qui n'est pas le cas des OGM. Les OGM doivent être testés pour être mis sur le marché, mais ce que j'ai découvert en lisant ce livre, c'est que concernant les tests, peu importe l'OGM, c'est uniquement la digestibilité qui peut être testée et non pas l'innocuité. Nous sommes aujourd'hui incapables de tester l'innocuité d'un OGM. Par ailleurs, aucun test d'allergie n'est fiable. Dans ce livre, il explique très bien les principes de réaction immunitaire et les principes de tests de dépistage d'intolérance. Et les plus grands spécialistes en fait, de ces tests admettent aujourd'hui que ces tests n'ont aucune validité. C'est-à-dire qu'un test d'allergie peut revenir positif alors que vous n'êtes pas allergique au composé en question, et au contraire un test d'intolérance ou d'allergie peut revenir négatif et que vous ayez tout de même la réaction immunitaire si vous consommez cet aliment. Le blé moderne et particulièrement le gluten détruit nos intestins.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de porosité intestinale. L'intestin, c'est vraiment un haut lieu de l'immunité parce qu'il va permettre de laisser passer tout ce qui est bon pour nous, qui est reçu de l'alimentation, et il est censé faire barrière tout de même pour ne pas laisser passer tout ce qui est mauvais. Le problème, c'est que le gluten a tendance du coup à passer à travers, à forcer cette barrière et surtout à abîmer l'intestin au point qu'il laisse passer de grosses molécules qui normalement n'auraient jamais dû passer sans être digérées ou n'auraient pas dû passer tout court. Ainsi arrivent beaucoup de maladies, notamment le syndrome du côlon irritable, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Il est vrai qu'il y a une prédisposition génétique pour ces maladies. Je voudrais faire obstacle entre guillemets à l'excuse génétique pour ces maladies comme pour d'autres, l'obésité, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, arthrose, tout ça c'est favorisé par le blé. Que vous portiez ou non le gène de la maladie, ça peut être favorisé par le blé. C'est le principe de l'épigénétique. On s'est rendu compte que en ayant ou en n'ayant pas ces gènes-là, le fait que le gène exprime la maladie, c'est dû essentiellement à l'environnement. En fait, si vous portez ce gène, vous avez plus de risques d'exprimer la maladie, mais c'est surtout par votre environnement, parce que vous consommez, parce que vous respirez, parce que vous mettez sur votre peau, par le stress également. C'est tout ça, l'épigénétique, c'est tout ce qui va faire qu'un gène s'exprime ou pas. Il y a des populations qui ont le même taux de gènes, en fait, qui ont du coup, il y a autant de personnes qui portent le gène pour la maladie cœliaque, mais dans certaines populations, il va plus s'exprimer parce que ces populations consomment plus de gluten, tout simplement, et donc ont une porosité intestinale qui est accrue, alors que des populations qui en consomment peu, même si elles portent autant le gène, ne vont pas exprimer la maladie. C'est un petit peu la fin de l'excuse génétique. Dans la vidéo sur le livre du Dr Perlmutter, je vous disais que statistiquement l'espérance de vie augmente, mais que ce n'est qu'une statistique. En réalité, si l'espérance de vie augmente, ce que l'on appelle l'espérance de vie sans incapacité chute drastiquement depuis plusieurs décennies. En fait, c'est votre espérance de vie sans maladie invalidante, sans maladie de civilisation. En fait, c'est l'espérance de vie de qualité. Et en fait, notre qualité de vie chute sur le long terme, ce qui est quand même dommage dans nos sociétés évoluées avec une médecine si moderne. Et du coup, l'arrivée de l'incapacité, en général, est due à un vieillissement accéléré de notre organisme. En fait, les théories sur le vieillissement, on est encore assez nuls pour comprendre comment se fait le vieillissement, mais les deux principales théories vont être la théorie des radicaux libres. D'ailleurs, c'est celle qui est la plus propagée, puisqu'on nous vend souvent des anti-radicaux libres. Donc voilà, des antioxydants. Et il y a également donc la théorie de Maillard de la glycation en fait des protéines. Le principe de la glycation des protéines, c'est lorsque une molécule de sucre, donc un glucide, va se lier à une protéine. Il faut savoir qu'on est composé de beaucoup de protéines. On a énormément de protéines qui nous servent, pas uniquement pour les muscles, mais qui nous servent à faire des réactions chimiques. Et c'est un système de clés en général. Une protéine a une forme qui va servir de clé pour rentrer dans une cellule qui est un récepteur. Et du coup, cette liaison clé-récepteur va entraîner une fonction. Et lorsqu'un glucide se lie à une protéine, lorsqu'il y a une glycation protéique, en fait, ce glucide va changer la forme de la protéine et elle ne va plus pouvoir rentrer dans la serrure et du coup ne plus pouvoir effectuer sa fonction. Et c'est vraiment un principe, donc c'est un principe qui est naturel. On a une glycation naturelle des protéines parce qu'on vieillit. Si, c'est vrai, mais la consommation de glucides augmente largement ce problème, donc ce vieillissement. Et il s'agit évidemment d'un vieillissement d'un point de vue
On a la peau qui se relâche, on a plus de rides, etc. Mais c'est également d'un point de vue organique en fait. C'est un vieillissement accéléré de toutes nos fonctions, ce qui explique la chute de notre vie en bonne santé. Voilà. Donc le mieux pour éviter un vieillissement prématuré de nos organes et de notre corps et de notre cerveau et de nos fonctions, c'est de conserver une glycémie stable, donc avec des aliments à indice glycémique bas. Et cela exclut assez fortement la plupart des préparations à base de céréales. Encore une fois, je vous recommande ce livre « Comment le blé moderne nous intoxique » de Julien Vénesson. Il est beaucoup plus complet évidemment que tout ce que je vous ai dit. Il explique également comment mettre en place un régime sans gluten. Voilà, je vous le conseille vraiment. Bonne journée!